Salut à tous, bienvenue dans les Catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. Je reçois pour ce catch-up Amélie Poisson, qui est directrice générale adjointe, CEO en charge du commerce et du marketing de La Redoute. Bonjour Laurent. Tu vas bien ? Très bien. Dans cette saison de Noël, saison des cadeaux, Ouais. j'en parle parce que tu reviens avec alors les bras chargés de cadeaux, mais pas pour moi malheureusement, mais pour ta belle-mère. Et je te posais la question de savoir si c'était sur La Redoute que tu faisais tes achats, et tu m'as dit non, pas celui-là en particulier. Je t'ai pas dit ça, je t'ai dit j'en fais beaucoup sur La Redoute, mais pas celui-ci. C'est ça. Et je crois que La Redoute vient d'avoir un super classement. Écoute, oui, d'un point de vente, dans une étude, effectivement, La Redoute est sortie deuxième site pour les achats de Noël, entre Lego et Amazon. Je t'avoue que ce type de classement me fait très très plaisir. Et n'hésitez pas pour vos cadeaux. Hein. On n'y manquera pas. On s'était vu en février 2021, c'était l'épisode 79, ça fait presque 2 ans du coup. Le temps file, tu étais directrice de la marque, du marketing et il manque quelque chose. Et de l'expérience client au sens large. Depuis, tu es devenue CEO Deputy, directrice générale adjointe en charge du commerce et du marketing du coup. Ouais, tout à fait. Donc je serais très heureux que tu me racontes cette prise de poste. C'est quand même lourd en responsabilité. Il y a j'imagine une roadmap à écrire, il y a un contexte, il y a du change à faire. Tout ça se passe en plus dans une période, donc c'était en début d'année, en avril 2022, dans une période qui est une année difficile pour tout le e-commerce en France, partout dans le monde. Donc je serais heureux que tu me racontes ta North Star et comment est-ce que tu navigues dans cette... Écoute, La Redoute, c'est une entreprise que j'ai, on va dire, chevillée au corps et au cœur. Et c'est pour ça que je suis restée pour écrire cette nouvelle page, que Philippe Berland, qui est CEO, quand il m'a proposé ce poste, je l'ai trouvé hyper intéressant. Toute la mission, c'est finalement de se dire comment je fais mieux travailler les équipes marketing client avec les équipes commerciales autour du produit et comment finalement, collectivement, on arrive à être encore plus, on va dire, mieux positionné, préféré, une marque préférée de nos clients et des non-clients d'ailleurs, et qu'on arrive à développer l'entreprise. Voilà, La Redoute, je te l'avais raconté, a énormément changé dans son business model. On est devenu une marketplace de référence, on va accélérer sur la curation. En termes de vertical, on se développe particulièrement sur la maison, mais on est encore là sur le prêt-à-porter et c'est très important pour nous. En fait, on travaille autour vraiment de notre utilité. On pense que on peut avoir la meilleure offre, les meilleures marques, les meilleurs produits pour la vie de famille, pour que les gens se sentent bien chez eux et aussi avec eux-mêmes. Voilà, il y a un côté feel good de La Redoute. Et je sais qu'après, tu vas me parler de la nouvelle identité, mais ça met un petit peu ça au cœur. Et on le traduit dans notre business model. Je t'avais donné des chiffres à l'époque, qui sont toujours vrais. On fait toujours 70% de notre business autour de la maison. On se développe à l'international. La marketplace représente 30%. Tout ça n'a pas vraiment changé depuis 2 ans. Donc c'est vrai que c'est une année qui est plus difficile, une année que nous, on considère un peu de correction après, on va dire, des montagnes, des sommets très importants 2020-2021 en e-commerce. Néanmoins, on s'en sort bien et on va continuer à développer l'entreprise avec peut-être une prise de conscience encore plus forte de la RSE, avec un sujet d'agilité aussi plus fort. Alors d'agilité, pas dans le sens, on va dire d'adaptabilité. On pense vraiment que les entreprises d'aujourd'hui doivent s'adapter à ces temps incertains. Mais j'ai envie de te dire que La Redoute, en 180 maintenant, en tout cas à plus de 185 ans, on a vu d'autres. Voilà. Les crises, on les traverse, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous en avez d'autres, comme tu le dis.
C'est une belle prise de responsabilité. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à un poste comme ça? Alors, c'est assez amusant parce que ça fait quelques mois. Les gens te sont rattachés, je les connais, hein, je connais l'entreprise, je connais les équipes. Et en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps à vraiment voir les gens se redécouvrir. Parce que finalement, c'est les mêmes visages, c'est les mêmes têtes, mais tout change. C'est-à-dire le rôle, Philippe était DG à commerce, il devient DG. Moi, je prends son poste avec le mien, les gens se connaissent, mais travailler ensemble, mais pas exactement de la même façon. Mais changer sans bouleverser, tu vois ce que je veux dire? J'imagine ouais, mais en fait, c'est un changement beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. Okay. Et ça, j'en ai pris conscience dans le temps. Et je trouve que depuis la rentrée, en tout cas, moi, je suis contente de la dynamique qui s'instaure, des liens et du travail en commun. Et les équipes, mes équipes proches et moins proches me le témoignent en ce moment et ils voient qu'on travaille différemment. Et ça, c'est une vraie source de satisfaction. Donc après, il faut que ça se traduise au bénéfice du client, de la performance, du business, etc. Donc ça prend du temps, mais du coup, alors, je serais curieux de comprendre. J'allais dire tu hérites, mais j'aime pas le terme. Tu reprends une feuille de route, j'imagine, qui était celle de Philippe sur un certain nombre de sujets, mais on te choisit aussi pour toi. L'aventure de la Redoute, c'est une aventure collective, je te l'avais déjà raconté, et elle est encore collective aujourd'hui, indépendamment finalement des titres, des postes, des positions. Évidemment que tu es en responsabilité, et c'est sûr, mais on travaille ensemble. Donc finalement, les roadmaps, il y avait un certain nombre de projets, mais c'est humain, je pense. Tu connais le projet, tu le vois, mais t'es pas en responsabilité. Tu deviens responsable, tu mets les mains dans le cambouis. Donc forcément, c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'avais pas de découverte des choses. Par contre, j'avais pas de découverte en termes de stratégie. Maintenant, au quotidien, j'apprends énormément. Et en fait, c'est hyper challenging pour moi. C'était aussi une façon de sortir de ma zone de confort. Ça faisait 10 ans que j'étais dans ce poste. Je connais parfaitement l'entreprise. La stratégie, je l'ai écrite avec les autres. Donc voilà, on bosse vraiment bien tous ensemble. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, c'est de se re-challenger. Moi, si je restais pour cette nouvelle page qui se tournait avec le départ de Nathalie et d'Éric, c'était pour me re-challenger aussi. Donc, et là, c'est bon. Parce que si tu veux, c'est pas juste la taille du poste, c'est aussi tout ce qui effectivement s'est passé d'un point de vue économique, géopolitique, l'inflation, le dollar, tout change, toutes les équations changent, tu t'en prends quand même plein dans la tronche et tu te dis ok, là faut que je navigue par grand vent. C'est une belle expérience. Oui, j'imagine. Ouais. On en parlait ce matin avec des entrepreneurs, je suis dans un club qui s'appelle le Club Bootstrap, de l'importance du temps long. Et tu l'as dit, j'étais 10 ans dans ce poste, je connais la boîte. Temps long versus crise courte, et qui sont, j'ai l'impression, de plus en plus éclairs, tu sais, des vagues, comme si les fréquences s'accentuaient. Comment tu gères le temps long dans des temps incertains? Tu vois ce que je veux dire? Alors, déjà, c'est vrai que ça fait 11 ans, moi, que je suis à la Redoute, mais je suis pas la seule. C'est-à-dire que je suis pas un ovni dans cette entreprise. On est un certain nombre à être là depuis longtemps, et en même temps, il y a du renouvellement aussi. Heureusement qu'il y a du sang neuf, du sang frais, et des gens qui nous challengent et qui nous apportent d'autres visions. Je trouve qu'en cela, c'est une entreprise qui est assez équilibrée. On sait où on veut aller. Maintenant, les crises te font poser des questions, te dire est-ce que le curseur est le bon? Est-ce que, par exemple, sur la RSE, qui est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Philippe, mais à l'ensemble du COMEX aussi, est-ce qu'on va suffisamment loin? Parce qu'on est persuadé que le commerce de demain est forcément un commerce qui est très responsable, et puis on doit devenir un acteur d'économie circulaire, pas simplement parce que la loi t'y pousse, mais parce qu'on y croit vraiment. Vous y croyez vraiment? Donc, du coup, ça veut dire que les gens consommeront moins mais mieux, et que tes produits, tu les fais pas de la même façon. Ça a énormément d'incidences profondes sur ton business model, ta façon de faire ton job. Donc, mais c'était déjà quelque chose qu'on avait écrit. On avait écrit des choses il y a quelques années, et on les a faites d'ailleurs. On n'est plutôt pas des mauvais élèves là-dessus. Le sujet, c'est la question du curseur. Donc, pareil, sur le savoir-faire design, par exemple, les équipes, je trouve qu'elles ont un talent fou. Je trouve qu'on le revendique pas assez, et je vais les pousser à le faire savoir, pour le coup, ce savoir-faire. On a un savoir-faire de design qui est vraiment très très fort dans cette entreprise, que ce soit sur la maison ou sur la mode. C'est pas assez connu. Voilà, donc tu dois pousser tes curseurs. Mais pour moi, on change pas vraiment de North Star. Après,
on est quand même parfois face à nos contradictions et on doit protéger l'entreprise, notamment d'un point de vue économique, et on doit du coup faire des stop and go. On doit parfois reculer sur certains sujets. Donc, ça veut dire que tu prends des décisions, tu es persuadé que c'est la bonne direction, et puis tu dois te remettre en question et changer de direction. Mais c'est quelque chose qui... Alors, je pense que la Redoute est particulièrement bien armée pour vivre ces crises, parce qu'on en a vécu plein d'autres, et qu'on s'en est très bien sorti, et qu'aujourd'hui, l'entreprise va bien, même en période de crise. Elle est juste moins rentable que l'année dernière. Voilà, bon. C'est un fait. Je crois que c'est à peu près le cas de toutes les entreprises, toutes celles qui publient, tu le vois bien, tu lis comme moi la presse. Mais l'entreprise va bien et elle est armée pour faire face. Simplement, on essaie d'être très prudent et le plus adaptable possible. Donc, par moment, tu t'arrêtes. Voire tu prends d'autres voies. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la contradiction. Il faut assumer ces contradictions. Surtout si elles sont court-termistes, mais que tu sais derrière que tu vas réaccélérer. Si je te donne un exemple, on avait lancé la Reboucle, gros succès d'image, donc c'était un service de C2C, ça marchait pas, on l'a arrêté. C'est pas pour ça qu'on va pas relancer quelque chose de beaucoup plus fort sur l'économie circulaire. Donc voilà, on a aussi des choses qui marchent pas, il faut savoir arrêter et se dire bah oui, pendant un temps peut-être j'ai pas la bonne offre, j'ai pas le bon truc. Mais pas maintenir coûte que coûte alors que tu sais que tu vas dans un mur. Garder ta North Star en ligne de mire, oui. Et parfois juste temporiser ou faire un détour. Oui, tout à fait. Le temps de régler des problèmes. Mais du coup, tu as un enjeu aussi d'onboarding, d'accompagnement, d'embarquement plutôt de tes équipes en interne. Je pense que j'ai la chance, en tout cas, d'être dans une entreprise où les gens sont proches. Voilà. Les gens sont proches. Bien sûr on n'est pas en démocratie, il y a une hiérarchie, il y a des décisions qui sont prises par un COMEX, mais il y a un leadership en dessous qui est très fort, qui est plus que participatif, qui est très collaboratif et challengeant. Et du coup, il y a un respect mutuel aussi avec finalement des collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qui vient pas de naître, si tu veux. C'est quelque chose qu'on a dans notre aventure déjà depuis longtemps et qui perdure. Et ça nous aide beaucoup à expliquer aussi. Il y a une confiance qui est là. Il y a aussi une confiance des collaborateurs vis-à-vis de nous. Finalement, ce que les gens, quand ça va pas bien, ils voient autour d'eux. Malheureusement, il y a quelques entreprises qui prennent très cher et ils le voient, ils sont parfois proches et ils se rendent compte. Le sujet, c'est la confiance. C'est est-ce que tu donnes confiance à tes collaborateurs ? Est-ce que tu leur fais confiance ? Pour moi, c'est crucial dans les temps actuels. Alors, faire confiance, c'est ton choix. Donner confiance, comment est-ce que tu fais ? De communication, de l'échange. Je pense, de l'authenticité, être soi, être transparent. C'est un peu comme avec les clients. Aujourd'hui, on est dans un monde où, pour moi, plus t'es centré, aligné avec toi-même et que t'es toi-même, et mieux ça passe. Quitte à parfois être pas d'accord, dire que tu sais pas. Voilà, c'est se construire une conviction ensemble. Je pense que c'est d'être assez droit dans ses bottes, en fait. C'est hyper important. Quel niveau de transparence vous donnez sur On est assez les transparent. chiffres ? C'est connu. Ça m'avait surpris quand je suis arrivée il y a longtemps, parce que je venais d'un environnement où c'était beaucoup plus fermé. Et on est très transparent sur les chiffres et sur la situation. L'environnement, c'était la Fnac ? Oui, c'était la Fnac. Où il y avait les chiffres. Enfin, en fait, à la Fnac, tu connaissais ton chiffre magasin, tu connaissais ton chiffre d'affaires. Tu n'avais pas le PNL de l'entreprise. Là, c'est partagé de façon assez large. Ok. À tous les niveaux de l'entreprise ? Oui, à tous les niveaux. Au niveau du PNL ? Oui. Ok. Les chiffres ne sont pas publiés ? Non, donc, mais ça ne transpire pas ? Non. Et ils sont partagés comment ? Tous les mois, tous les semestres, tous les trimestres ? Là, en temps réel, je ne sais pas comment. Non. Alors oui, le chiffre d'affaires, c'est en temps réel. C'est toutes les heures. Voilà, il y a un certain nombre de personnes dans l'entreprise qui ont le business 24/24 toutes les heures, avec un certain nombre de splits, de catégories, etc. Donc on a un outil de visualisation, Power BI, où tu peux voir ton chiffre un peu quand tu veux, tout le temps, à ta catégorie, au global, sur la France, sur l'international. Donc sur la partie chiffre, c'est très, très, très ouvert. Alors c'est vraiment les commerciaux qui regardent, les patrons de pays, évidemment, le COMEX, les gens qui sont aux manettes. Je pense pas que tous les collaborateurs sont pas en train de tout le temps sur le chiffre en horaire. Moi, personnellement, c'est une drogue, mais ça, c'est la bosse du commerce. J'ai la même. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que j'ai deux portables, parce que
Sinon, je suis tout le temps branchée sur le chiffre. Mais sinon, après, t'expliques le budget, voilà, t'expliques un peu. Alors, tout n'est pas connu, partagé dans le détail avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Mais tous les grands chiffres clés jusqu'à l'EBIT sont connus de toutes les entreprises. Ouais. C'est intéressant. Moi, tu vois, on est un peu plus de 80 aujourd'hui. Jusqu'à présent, ça se savait, parce qu'on en parle et on en parle ouvertement, mais on l'a jamais déclamé, on l'a jamais présenté, si tu veux. Et là, on commence à me le demander. Plus de transparence, pas qu'on cache les choses, mais il faut nous les demander pour les avoir, et on les partage facilement. Mais en fait, tu as des principes de rémunération, de profit sharing avec un intéressement, et l'intéressement, il est sur les bits. Donc, dès lors que tu es sur ce type de rémunération, tu es obligé tous les mois de dire à tes collaborateurs où tu en es. Donc, voilà. Et finalement, je trouve ça assez sain. Ils comprennent pas mal de choses aussi. Et ça permet d'expliquer aussi la situation. Et je trouve ça bien. Ok. Donc de l'authenticité, beaucoup de communication. On garde sa North Star en vue. On s'autorise des détours ou de temporiser quand il faut le faire. Très bien. Et je me souviens de cette très très belle campagne que vous aviez fait, que vous lanciez à peu près à l'époque où on enregistrait, qui était dans l'émotion. Et tu m'as dit ça quand on préparait tout à l'heure l'épisode, que la crise redonne aussi un peu de la place à l'émotion. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde que tu peux plus prédire. En fait, tu as un temps incertain très fort. On voit bien, même le business, c'est très difficile. Tu as un mois, tu exploses, tu dis ça y est, c'est bon, ça repart. Le mois d'après, tu te prends une gamelle et le mois ensuite, tu remontes. Enfin, on vit ça quotidiennement. Et là, je te parle de moi, mais je pourrais te parler de journée ou de week-end. Donc, il faut accepter de vivre avec cette incertitude. Donc, la prévision est très difficile. Et finalement, je pense qu'on doit redonner une place à l'intuition, en particulier, et à l'émotion. Et ça remet un peu l'humain au cœur du système. Ce que je trouve personnellement très intéressant, parce que c'est quelque chose qui m'anime, y compris en termes de management, c'est-à-dire savoir écouter ton émotion, écouter l'émotion des gens, comprendre pourquoi, enfin, tu sais jamais ce que les gens ont dans leur tête, mais tu ressens et tu peux ressentir parfois des émotions collectives. Ça te donne une autre façon de communiquer, quelque chose de beaucoup plus en lien, en fait. Et je pense que la relation, du coup, humaine et la confiance, elle passe aussi beaucoup par là. Donc, c'est vrai que personnellement, c'est quelque chose. Enfin, évidemment, le monde d'aujourd'hui, dans ce moment, je peux pas dire que c'est l'éclate. C'est quand même, il y a beaucoup de choses très difficiles. C'est un monde en transition, donc c'est dur, c'est violent. Mais en même temps, je suis très intuitive. Je marche vraiment à l'intuition. J'ai une espèce de radar au milieu du ventre. Et du coup, c'est pas que je suis comme un poisson dans l'eau, mais c'est un truc qui me convient. Et comment tu passes le curseur entre l'intuition, ton radar que tu as dans le ventre et la data, la rationalité? T'es formaté au mental. On est dans un monde de rationnel, du mental. On nous apprend, on nous éduque comme ça. Et tu vois bien le modèle dans les entreprises. Et je te parle pas du consulting. Voilà, c'est de toute façon, on a tous développé ça. Donc, de toute façon, après, tu le retranscris. Mais je trouve que d'avoir accès aux deux sont intéressants. Il y a pas mal de nuits où tu dors pas beaucoup, où tu te poses pas mal de questions. Mais je trouve ça enrichissant et assez passionnant. Tu fais des insomnies? Quelle fréquence? À nouveau, beaucoup trop. Okay. J'en ai fait à une époque, quand je suis arrivée à la Redoute, etc. Mais quand je te dis, je sors de ma zone de confort, oui, je fais des insomnies, oui. Bienvenue. Bienvenue, je sais pas, super club, j'adore. Feel good et émotion dans cette période, c'est intéressant parce que ça permet de rebondir sur la refonte de l'identité, qui a aussi été un gros projet de cette année, chers auditrices, chers auditeurs. Si vous ne l'avez pas fait, mais je suis certain que c'est pas le cas, allez faire un tour sur laredoute.fr. Un nouveau logo, évidemment, mais surtout une expérience complètement différente. On est sur un magazine. Écoute, en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé ces dernières années sur notre transformation, et probablement la marque, même si on avait sorti des beaux films où il y avait des beaux agréments, mais c'est difficile de faire changer la perception d'une marque mythique, d'une marque patrimoniale. Les gens l'aiment pour une certaine chose, la connaissent pour une certaine chose, mais ça suffit pas d'être aimé, il faut être acheté en fait.
Et donc, il faut que ton identité, ta marque ressemble à qui tu es devenu, en fait. Et on s'est transformé, mais l'identité s'était pas transformée. Alors, le logo, l'ancien, il avait été fait en 2012. C'était 10 ans à peu près. C'est assez drôle d'ailleurs parce que dans les commentaires de certains, même si le rebranding est très salué positivement, mais il est assez disruptif. Donc forcément, comme on va dire, c'est pas une évolution, c'est vraiment une révolution en termes d'identité. Ça ne plaît pas à tout le monde et je trouve ça plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a un vrai parti pris. Et qu'il y a de l'audace. Mais du coup, certains me disent « Oui, j'adorais le logo d'avant, c'est le logo de mon enfance. » Mais pas du tout, que nenni. Le logo de ton enfance n'est pas comme ça. Mais c'est drôle d'ailleurs de voir comment les gens s'attachent aux choses. T'as presque une dette sociale, tu vois ce que je veux dire, sociétale. Oui, en fait, quand une marque... Tu ne t'appartiens exactement, pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut, bien sûr, la Redoute ne m'appartient pas. Moi, je suis un passeur, comme plein d'autres avant et plein d'autres après. Mais bien sûr qu'on travaille pour une entreprise, pour une marque, mais elle ne nous appartient pas. Et par contre, elle appartient beaucoup plus dans l'histoire, l'intimité, parce que c'est une marque de l'intime, à plein de gens, en fait. Et qui se disent, c'est ma Redoute, quoi. Donc, on n'y touche pas. Fort heureusement, c'est pas un sentiment, parce qu'on a pas mal d'études, c'est pas du tout un sentiment général, ça plaît plutôt beaucoup. Ce qu'on voulait surtout signifier, on voulait signifier 2 choses, nous. Dire aux gens que la Redoute avait changé, était devenue plus une marque maison, design, et effectivement, on avait un sentiment et aussi on avait un enjeu de modernité, parce que même si nos clients nous avaient vu changer, on recrutait beaucoup de plus jeunes, et notamment au travers de la maison, on avait encore trop de gens dans nos études. Il y avait un vrai différentiel entre les prospects, les non-clients et les clients, en termes d'image. Il y a un gap. Tu peux ne pas consommer une marque, mais avoir une vue de la marque relativement similaire, une perception relativement similaire à quelque chose près. Là, c'était assez drastique et on s'est dit, il faut vraiment qu'on change et qu'on rallie ces 2 mondes, finalement. Et puis, donc après, le sujet était de dire aussi, et ça on avait avec Marie Guillemot, qui est la directrice de la marque, mais aussi toutes les équipes qu'on travaille dessus, parce que tu vas voir, après, c'est pas du tout juste une histoire de logo, bien au contraire. Et avec Philippe aussi, on avait le sentiment de se dire, il faut que ce soit joyeux. Voilà. On est dans un monde qui est dur et la Redoute et nos métiers, le design, la déco, la mode, le sport, le care, voilà, c'est l'outdoor, le jouet, le loisir, la famille. Là, on a envie d'envoyer de la joie. D'où cette couleur, d'où ce logo qui bouge, d'où ce mouvement, voilà, on était trop statutaire, peut-être un peu trop classique, et dans d'autres codes. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce changement. C'était pas changer pour changer, c'était changer pour montrer réellement que la Redoute avait changé. Modernité et design. Ouais. Vous l'avez pas fait en interne ? Non, on a fait un pitch avec pas mal d'agences et on a retenu Carré Noir. Ok. Le pitch était payé ou pas ? Oui. C'est bien. Dédommagé, parce que je sais que c'est 5 000 euros par agence, ce qui était à peu près la norme. Oui. Après, on a... C'est pas une pratique totalement répandue. Ouais, oui. Alors après, je sais que c'est juste un dédommagement parce que les agences s'investissent. Un effort d'avant-vente, évidemment, mais je trouve que c'est une bonne pratique. Oui, mais tu sais, la Redoute, c'est une entreprise très clean, on essaie de faire les choses bien et on choisit avant tout des partenaires. On a des relations avec les gens. Moi, je pense que quand tu veux que les gens te donnent le meilleur, il faut être... Faire. Carré Noir, c'était votre agence historique, c'était une nouvelle agence. Elle est rentrée, en fait, on n'avait pas d'agence design. On travaille avec Fred et Farid, mais qui est une agence publicitaire. Là, c'était un travail un peu différent. D'ailleurs, les agences de design, tu vas travailler au projet, tu vas travailler au one shot. Après, ça peut durer quelques années, mais sauf des très grosses marques qui ont toujours un besoin de design important, mais même des très grosses marques, souvent, ils ont des studios de design en interne. Donc, d'ailleurs, quand on parle avec Carré Noir ou d'autres, tu rentres pas les comptes comme ça pour des années. Tu es vraiment sur une problématique. Et donc Pitch Agence, Pitch Agence. Travail sur l'identité et ensuite une déclinaison sur l'expérience, parce que c'est vraiment une nouvelle expérience que vous faites place. En fait, ce qu'on s'était dit, on avait un enjeu de développer la notoriété de notre offre maison, parce que les gens nous voyaient comme une marque pas toujours moderne, vendant des vêtements, plutôt pour femmes d'âge mûr. Je te la fais pudiquement.
je te parle des non-clients. Oui. Donc le sujet, c'était de dire, je dois être moderne sans être jeuniste non plus, faire comprendre que je vends toujours de la mode, mais aussi de la maison, et plein d'autres catégories. Et donc ça, très vite, on s'est dit, il faut qu'on ait une autre expérience. On en a profité aussi pour lancer une nouvelle version de notre application plus performante. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un travail d'identité dans le site, à la fois dans la navigation, dans la homepage, sur le fait aussi d'avoir beaucoup plus de vidéos, un logo qui bouge, etc., etc. Et on est en train d'avancer assez vite sur nos lignes éditoriales sur les réseaux sociaux, où tu dois envoyer cette identité, à la fois lier cette identité à vraiment du contenu inspirant sur la mode et sur la décoration. Donc, c'est un travail assez colossal, en fait. Mais là, tu me dis plein de choses. Donc, identité dans un contexte de, on veut montrer une nouvelle, on fait pas ça pour le plaisir, parcours sur le site et donc expérience. Ouais, tout à fait. Mais tu me dis aussi contenu. Oui, je te dis donc aussi tout contenu. ça va ensemble. Oui, parce que je pense pas, une marque, l'expression d'une marque, je te dirais aussi tone of voice. On a aussi sorti une nouvelle identité sonore. Une marque, c'est un tout. L'enjeu, c'est la consistance, mais c'est pas l'enjeu des codes de la marque, c'est l'enjeu de l'expérience de marque. Si tu veux être perçu tel que tu es et changer ta perception, il faut travailler sur l'expérience de marque. Et ça ne suffit pas de changer l'identité. Il y a du change à faire aussi en interne sur un logo. Enfin, tu me dis que on disait en rigolant que la route appartient au peuple, n'appartient pas qu'à vous, mais en interne aussi, j'imagine que tu rencontres des frictions. Écoute, le logo, alors il est quand même pour assez, te raconter un peu les coulisses, donc Carré Noir on a retenu Carré Noir et il y avait plusieurs propositions. Et il y avait une autre proposition qui était pas mal, mais très vite, moi je la trouvais pas assez disruptive. Mais les équipes, en tout cas une grosse majorité, étaient beaucoup plus à l'aise parce qu'elle reflétait beaucoup plus une continuité de la Redoute. Donc on a eu, 15 jours, 3 semaines de débat. Avec combien de choix ? Non, on en avait retenu 2. Parce que, donc une shortlist de 2 et 3 semaines de débat. Je me souviens très bien, je parle de Marie qui, pendant le pitch, elle m'envoie un WhatsApp et elle me dit « j'ai des papillons dans le ventre » quand elle voit cette piste-là. Et voilà, et après on a eu pas mal de discussions parce que c'est vrai que c'était un peu un saut dans l'inconnu. Mais pour le coup, je vais rendre à César ce qui est à César, c'est que j'ai eu le déclic quand on est au moment au tout début du débrief, et Jean-Philippe Chavat, qui est le patron de Carré Noir, on lui dit, bon, écoute, on est plus à l'aise avec la première piste que la 6e, tu comprends, elle est très disruptive, alors bon, moi, je lui dis, je continue à l'aimer énormément, mais ça fait grincer des dents. Et là, il me regarde, il me dit, donc, c'est la bonne identité. Excellent. Et là, j'ai dit, mais oui, mais il a tellement raison. Elle fait parler. Elle laisse pas indifférent. Bien sûr. Ouais. Et là, voilà, c'est des gens qui connaissent parfaitement leur métier, et c'est là où il faut aussi écouter les sachants, et il faut revenir. Et là, on reparle de l'émotion, de l'intuition. Il faut revenir à cette intuition. Quand on a vu cette piste avec Marie et Philippe, on était ensemble au pitch. On a tous les 3 adhéré sur cette piste. Si tu veux, on a eu la même émotion. La même émotion. Voilà. Et donc, faut revenir à son émotion primaire, et se faire confiance et se dire c'est ça. Donc Philippe, Marie et toi. Oui. À ce moment-là, même émotion. Ouais. Il faut le communiquer, ce changement, j'imagine en interne. Alors évidemment, il fallait présenter à notre actionnaire. Donc j'ai eu la joie de le présenter à Philippe Houzé, qui a adhéré tout de suite, qui a été très sponsor de cette identité. Et évidemment, en interne, à différentes personnes. Alors après, on n'est pas en démocratie non plus, mais aux membres du COMEX, assez vite. Mais c'était assez... mais j'ai été assez vite rassurée. Par exemple, mon patron de l'international, Michael, a tout de suite adhéré. Alors que c'est culturellement... il est sud-africain, il est en Angleterre, il gère les équipes internationales. On n'est pas... parfois, il y a un truc de culture. Il a tout de suite adhéré. Il connaît bien la marque aussi. Donc voilà, il y a eu des gens comme ça qui m'ont conforté dans ce choix. Et puis après, on a pu lâcher. Et effectivement, ça a surpris en interne. Et certains ont adhéré très vite et d'autres moins vite. Mais aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Non, et je dois dire que j'y suis assez sensible aussi, de manière positive. J'aime beaucoup. Allez voir, laredoute.fr, chers auditrices, chers auditeurs. Combien de temps le projet ? 9 mois. Tout compris ?
Écoute, non. Alors, le pitch, on a commencé à rencontrer des agences, je pense, en octobre 2021. On a choisi Carré Noir en janvier et on s'est lancé le 4 octobre. Et en fait, le gros travail, alors il y avait un travail d'alignement des codes très important, plus important que ce que je pensais. Là, les équipes ont fait un boulot fantastique, parce qu'entre tout le CRM, le packaging, les magasins, le site, etc. Et ensuite, il y avait un gros travail tech et de web perf qui n'était pas si simple. Et on a aussi travaillé avec User Agent, que tu connais peut-être, qui nous a aidés sur une certaine partie plus digitale et dans l'application notamment. Et du coup, il y avait aussi une refonte du back-end, du back-office non, pas du back-office. Donc c'était le front et les parcours. C'était le front, les parcours et une nouvelle version de l'application. Donc un nouveau code quand même. Ok. Mais tu n'es pas au bout de tes peines, puisque vous faites une migration de la marketplace. Oui, ça c'est un gros sujet. Alors on travaille à une migration, on va passer notre marketplace sur Miracle, solution bien connue du marché. Et on devrait... Pourquoi Miracle ? Pourquoi Miracle ? Alors, il y a eu une mise en compétition. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Et écoute, je pense que parce que surtout, en tout cas, on verra, mais je pense que leur force, c'est notamment la facilité de branchement et on va dire une expérience vendeur plus facile que notre système actuel. Et donc, écoute, tout ça est à venir puisqu'on commence les pilotes en migration en janvier. Mais il y a un enjeu peut-être aussi de positionnement de cette marketplace. Alors, c'est vrai que bon... Vous étiez parmi les premiers il y a 10 ans mais... On était, en 2012, on était parmi les premiers. Ouais. Après, aujourd'hui, il y a une foultitude de marketplaces très avancées, avec beaucoup de services. Hein. Tu as vu les gros sites, mais maintenant même des marques, j'ai envie de dire, ces chaînes de magasins se sont lancées sur la marketplace. Tout le monde y va. Donc, il y a un sujet de se différencier. Donc, c'est sûr que nous, on est en train de se dire qu'on veut devenir une marketplace, certes de référence, on l'est déjà, mais aussi plus sélective, plus curatrice, et choisir nos partenaires et construire finalement une proposition de valeur le modèle de la Redoute est un modèle hybride et particulier, c'est-à-dire que par rapport aux autres, je pense que notre vrai asset, c'est nos produits. C'est nos marques et ça reste d'ailleurs une part très importante de notre business et ça restera. Et finalement, c'est quelle proposition de valeur tu offres à tes clients en combinant ta marque ou tes marques et des offres additionnelles complémentaires auprès des vendeurs. Et ça, c'est la spécificité de la Redoute. Mais du coup, il faut choisir les bons partenaires et être surtout dans une relation beaucoup plus, je pense, partenariale. Moi, je crois beaucoup... alors, bien sûr, il y a le sujet du retail média aussi. Hein. D'ailleurs, une des modifications que j'ai fait, j'ai créé une entité, une direction marketplace et retail média. Ok. Ouais, là, depuis... le patron m'arrive en janvier, mais c'était pas organisé comme ça. Mais parce que je pense que c'est vraiment autour de ça, il y a une valeur à aller chercher et pour les marques, pour les vendeurs et pour nous. Je veux bien creuser sur deux choses, le retail média et la curation, mais avant ça, je fais une parenthèse. Je fais en début d'année une série spéciale sur les marketplaces pour creuser de manière très opérationnelle pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont des commerçants qui font... vous êtes beaucoup à faire entre 500 000 et 5 millions, mais il y a quand même un gros tiers d'entre vous qui font 20 millions ou plus, chères auditrices, chers auditeurs. Et parmi les outils d'accélération, il y a la marketplace. Est-ce que tu pourras me présenter quelqu'un de tes équipes écoute, tu pourras me donner quelques conseils très précis. J'ai un nouveau patron de la marketplace qui arrive le 30 janvier. Donc, formidable. Voilà. La curation, c'est l'ADN de la Redoute ? Oui. Le catalogue était une forme de curation, bien sûr. Il y avait 1276 pages, pour être précise. Finalement, chaque carré chaque mètre carré, mais si tu veux, chaque centimètre carré des pages était important. Et c'était évidemment qu'il y avait déjà une forme de curation, de sélection forte chez les marques partenaires, parce que c'était beaucoup nos produits, mais aussi des marques. Et du coup, c'est dans notre ADN et je pense que sur notre marketplace, c'est ce qu'on doit faire. Et on doit avoir plutôt des partenariats forts, plutôt que de se dire je vais rentrer toutes les marques, toute la longue tail qui n'est pas vue, se vend pas, qui coûte de l'argent aux entreprises. En fait, aux vendeurs, parce que se brancher, ça a un coût, mais aussi au marketplace, parce que c'est des coûts d'entretien, c'est des coûts d'acompte, c'est des coûts de tout un tas de choses, des coûts cachés, et je trouve qu'on mésestime. Ok.
Et le deuxième point, c'est le retail média que tu veux donc pousser en créant une équipe, c'est ça? Alors, on a aujourd'hui la Redoute Média, qui déjà fonctionne. Ça fait partie des régies référencées. Enfin bon, bref, on a ce métier depuis très longtemps et on veut le développer. Alors ça, j'allais dire évidemment, c'est sûr que c'est un sujet. Je pense que les retailers ont une audience qui est très intéressante pour les marques, beaucoup plus de data que les publishers, et du coup, il y a quelque chose de fort à faire. Tu vois bien tous ceux qui se développent. Donc on a un enjeu. Je donnerai pas des chiffres, mais on s'est mis une ambition assez forte sur le retail média. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Je suis impressionné par les chiffres. Vous allez sur laredoute-media.fr, 3e site e-commerce retail en France. Ça, on n'est pas surpris, mais j'adore le 99% de notoriété chez 1865. Je suis pas étonné, mais de le voir écrit, c'est vrai que c'est quand même bluffant, quoi. 25 millions de visites par mois. Alors, tes grands enjeux sur 2023, donc il y a la marketplace, on en a parlé, mais quels sont tes gros chantiers à venir? On enregistre début décembre, c'est le temps des bilans et des plans. Tu veux que je refasse la stratégie? Non, mais... non, je plaisante. Non, écoute, d'un point de vue commercial, on en a pas mal. Notamment, on a une transformation autour du prix, qui est celle-là qui est très intéressante, qui doit être faite en test and learn et de façon profonde, parce que la réglementation a changé sur les prix et donc on doit retravailler autour du prix et du fair price. C'est vrai qu'on est un modèle, on vient de la VAD, on est un modèle digital, donc très promocentrique, trop promocentrique, et aujourd'hui la loi a changé, donc on doit se réinventer là-dessus, et donc communiquer aussi sur le prix. Qu'est-ce que c'est un fair price à la Redoute? Finalement, quel est le rapport qualité-prix? Quelle est la value for money, en fait? Et c'est un sujet que je trouve très intéressant, qu'on a entamé avec les équipes, et surtout ça rejoint finalement aussi la valeur du produit. Qu'est-ce que finalement, c'est quoi un produit signature à la Redoute? Pourquoi un canapé à MPM coûte ce prix-là? Il faut qu'on arrive à mieux le raconter. Et c'est un défi en e-commerce. Alors, on a des magasins, la Redoute intérieure à MPM, et on est maintenant dans de nombreuses galeries Lafayette. Donc ça nous aide aussi à faire vivre une expérience physique sur les produits. Mais tu vois bien quand même que sur le web, pour storyteller ton produit et raconter cette valeur, c'est pas si simple. Donc on travaille vraiment sur le positionnement de nos marques pour les développer encore plus. Amélie, merci infiniment pour ton temps. C'était super de te revoir. Sacrés enjeux sur l'année passée. Tant de changements dans une période qui elle-même est pleine de mutations et beaux enjeux à venir. Merci Laurent. Merci à toi. Vous retrouvez Amélie Poisson sur LinkedIn, évidemment. Évidemment, allez faire un tour sur La Redoute. Abonnez-vous sur les comptes La Redoute intérieure à MPM sur Insta. Ah tiens, attends, je rajoute un truc. Vous aviez fait une belle OP sur TikTok, en 2020, ouais. En 2020, ouais. Quand on s'était vu juste après, ouais. Comment est-ce que vous abordez le réseau aujourd'hui ? Écoute, on est en pleine réflexion, mais il a beaucoup mûri, donc ça m'intéresse. Okay. Et puis, ils ont ouvert la publicité, donc on teste, et c'est plutôt pas mal. On est encore en test and learn, mais ça fonctionne. Et je me permets, t'es là, et t'es à mon micro, tu peux pas partir. Live shopping, live streaming. Plus complexe. Ok. Plus complexe. On est en train de faire un bilan. C'est pas si évident. Voilà, c'est pas évident de trouver le modèle. C'est très chronophage. Les équipes adorent faire ça parce qu'en plus, nous, c'est un contact direct avec des clients qu'on ne voit pas. On n'a pas de magasin, en tout cas peu. Donc, ça a un intérêt fort. Par contre, le modèle, il est pas simple. Il est pas simple. Non. J'ai fait un super enregistrement avec Maud Funaro du printemps où on aborde le sujet. Et c'est vrai qu'il y a une approche à laquelle j'avais pas en tête immédiatement, mais dans un groupe pas atomisé, mais en tout cas avec de multiples entités, l'utilisation du live aussi pour la formation et l'onboarding, tu vois, de vendeurs ou de responsables de rayons, des catégories managers à distance, en faisait une utilisation intéressante aussi. Mais on s'en reparle l'année prochaine alors. Alors, je reconclue. Amélie, merci beaucoup pour ton temps. C'était cool de t'avoir. Amélie Poisson sur LinkedIn et évidemment, abonnez-vous. Tu t'en étais là sur tous les réseaux de La Redoute. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.